C'est à ça que ça sert de suivre les choses. C'est à un moment donné de faire des actions pour aller à son objectif. C'est pour ça que tu mets une vision, c'est pour ça que tu le suis. Et tu le fais pas pour juste être un fou des objectifs. Tu le fais pour toi parce que tu as en fait déterminé au préalable qu'est-ce que ton entreprise fait pour toi dans ta vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode solo sur le podcast en pratique sur Fleury. Donc aujourd'hui, on va parler du business plan 2026. Business plan pour la prochaine année, en fait, peu importe 2026 ou une autre année. Et donc, avant qu'on rentre dans le sujet, moi, je pense qu'il y a vraiment deux différentes étapes dans un business plan. La fin de l'année, c'est toujours propice à réfléchir un petit peu. Donc, la première étape, méditer sur l'année passée. Donc regarder, revoir les objectifs, revoir le prévisionnel, on va en reparler si vous êtes une petite entreprise. Si vous êtes un individu ou un professionnel, vous pouvez quand même écouter ce podcast, ça va être très pertinent pour vous, vous allez voir pourquoi. Donc et après revoir les erreurs qu'on a fait, les apprentissages qu'on a fait, le chemin parcouru, donc vraiment méditer, tirer des leçons de l'année en cours, faire un suivi finalement de ce qui s'est passé. Et la deuxième étape, donc deuxième étape du processus quand on fait un business plan, pour moi en tout cas, ça fait 8 ans que je pratique ça et que je peaufine mon processus, c'est d'aller créer une vision pour l'année à suivre, donc ici l'année 2026, puisqu'on est en décembre 2025 au moment où on tourne à ce podcast. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en plein dans la phase où est-ce que mes week-ends, puis mes soirs, quand les enfants sont couchés, je suis en pyjama avec mes classeurs à la maison à regarder, à faire un peu la stratégie de haut niveau. Et c'est ce que j'aime finalement, c'est de prendre un peu de recul sur mes affaires, sur ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, la vie personnelle, tout ça. Mais donc, en tant que propriétaire de PME, on va vraiment parler plus précisément de quel type de PME on parle, ou que ça peut être travail autonome ou dans un certain chiffre d'affaires, une certaine fourchette. Il va y avoir cette pratique-là que je vous propose. Donc, créer une vision pour 2026. Puis après ça, vraiment, dernière étape, ça va être le suivi continu. Donc, trois étapes, autrement dit, business plan 2026. Un, méditer sur 2025 au courant des prochaines semaines. 2, créer une vision claire pour 2026. Certains outils vont permettre de faire ça. On va parler du prévisionnel qu'on peut mettre en place pour son entreprise, simple. On va parler aussi des objectifs, le système de suivi qu'on peut se mettre en place, la gestion de projet, le répertoire de projet. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes que je vous propose de découvrir, que vous pouvez implémenter. Et ensuite, il y a le suivi continu. Troisième étape, une fois qu'on a médité sur son année, qu'on a appris, qu'on a fait la synthèse, qu'on a transcrit ça sur une page résumée, une fois qu'on a vraiment pu travailler le plan pour l'année à venir, ben, c'est vraiment comment faire pour qu'en novembre de l'année prochaine, finalement, le plan initial qu'on avait mis pour 2026, il a été implémenté. Il y a eu des initiatives clés qui ont été prises pour s'en rapprocher, que ce soit au niveau des revenus, au niveau des dépenses de l'entreprise ou au niveau de l'individu. Alors, on n'est pas des robots, des fois, il va y avoir du changement. Là, ce qu'on va introduire dans le podcast, c'est aussi les mémos de podcast. Donc, en début de podcast, quelques petites choses de housekeeping, de maintien, si on veut. Donc, ce qu'on met dans le mémo aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un mémo dorénavant dans les podcasts. Donc, aujourd'hui, voilà, on fait cet épisode. Pour l'instant, on a une visibilité qu'on maintient limitée. Le focus est beaucoup sur d'autres projets pour nous ici, pour moi avec In Practice. On garde le podcast vivant parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc ça va être intéressant, vous allez voir quand on va tomber dans la deuxième phase où on va bâtir plus d'audience locale, qu'on va partir la newsletter, qu'on va lancer le site web, rester dans les parages. Il va y avoir des ressources intéressantes ici pour les gens qui vont avoir un accès premium à des connaissances, que ce soit via moi ou via d'autres. Si vous avez une entreprise qui est entre 0 et 1,5-3 millions de chiffre d'affaires, disons dans cette braquette-là, que vous soyez travailleur autonome, que vous ayez une PME dans les domaines des services ou dans le commerce de détail, que vous soyez un commerçant du quartier ou quoi que ce soit, je pense que vous allez trouver quelques trucs dans tout ça. Autre point du mémo, pour conclure, moi j'ai un background de conseil financier, donc là j'ai fini de vendre cette entreprise-là, je suis quand même encore en train d'accompagner les acheteurs, c'est récent. Donc, mon point, c'est de dire que tout ce que je vous propose ici sur une practice, c'est dissocié de ma pratique de conseil financier qui est désormais en train d'être transitionnée à mes acheteurs chez Patrimoine Manuvie. Donc, pour l'indépendance ici, je tiens à préciser. Donc, si on parle de 2026, là, une fois qu'on a créé une vision, c'est d'être capable finalement de bâtir un plan. Ça prend un plan. Donc, ça prend des milestones, ça prend des pivots. Donc, plan, milestone, pivot. On va y revenir pour le business plan de l'année prochaine. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à garder ça simple ou plus complexe, dépendamment
l'habitude que vous avez à faire le bilan de votre année et à mettre des objectifs. Maintenant, c'est impossible de dissocier un business plan professionnel de personnel. Il faut que ça soit intégré parce que l'un va influer sur l'autre et vice-versa. Donc, c'est important de garder ça interne. L'idée, quand on fait le business plan d'une année ou le plan personnel, dans la méthodologie de Scaling Up que j'aime beaucoup, ils appellent ça il y a une feuille dédiée spécialement pour ça. Euh, on va parler de plan personnel aussi avec différentes sphères, donc famille, finances, relations, etc. L'idée, c'est que tout ce qu'on fait en entreprise, c'est relié à, dans le fond, bâtir nos relations. Si on essaie d'avoir plus de ressources financières, c'est probablement pour être capable de mieux servir les missions qu'on a par rapport à nos relations, que ça soit personnel ou les gens qu'on touche, nos employés, nos clients, la communauté. Donc, j'aime bien cette méthodologie. Donc, à quel point ce processus conscient et inconscient est bien suivi va déterminer le succès d'une petite entreprise en 2026. Puis c'est John Maxwell, euh, qui est quelqu'un de renommé, qui écrit sur le leadership. Je vous encourage, si vous vous posez cette question-là, à consulter le travail de John Maxwell, qui lui dit qu'il prend toujours 2 semaines en fait pour, à la fin de l'année, littéralement tout arrêter et faire le bilan et faire le plan pour l'année suivante. Pour ma part, c'est un petit peu plus diffus, c'est un peu plus continu. On dirait que ça fait à peu près 1 mois ou 2 là, que je pense à l'année prochaine, que je commence tranquillement à penser à la synthèse de l'année en cours. On a lancé une nouvelle entreprise, j'ai commencé à faire mon prévisionnel, j'ai commencé à tracer mes KPI. KPI, c'est super intéressant parce que c'est une nouvelle entreprise, donc je repars à neuf. Mais bref, donc if you fail to plan, you plan to fail. Je pense que c'est cliché, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc voilà le processus. OK. Alors, donc à qui ça s'adresse, comme on disait tout à l'heure? Si vous avez une PME, si vous êtes travailleur autonome, si vous êtes dans un métier des services, commerçant, ça peut être à Montréal parce que le podcast s'adresse à des gens locaux aussi ici dans le coin d'Annecy et autres. Que vous ayez une agence, que vous soyez associé en finance, en publicité, vous pouvez être en immigration, vous pouvez être fleuriste. On a eu des fleuristes récemment sur le podcast. Vous pouvez être dans n'importe quel domaine finalement. Si vous avez une entreprise entre 0 et 3 millions de chiffre d'affaires, euh, pas que ça marche pas si vous êtes au-dessus, mais simplement si vous êtes au-dessus de 3 à 5 millions de chiffre d'affaires, vous les connaissez déjà ces principes, puis vous avez probablement une équipe exécutive. Euh, mais principalement, si vous répondez à cette description-là, je pense que vous êtes à la bonne place, je pense que vous allez trouver des bonnes choses. Donc, et si vous n'avez pas une entreprise, ben, en fait, les principes dont on parle ici, ils sont vraiment valuables, même si vous êtes dans une organisation, en fait, en particulier, parce que si vous êtes quelqu'un qui prend le temps d'écouter un podcast sur les outils pour bâtir un business plan pour 2026 et que c'est pas de votre entreprise qu'il est question, ou que c'est de vous personnellement et de l'entreprise dans laquelle vous êtes engagé, que c'est dans ce cadre-là que vous réfléchissez, que vous écoutez ce podcast, ben, particulièrement, vous êtes probablement quelqu'un d'exceptionnel qui se donne vraiment dans ce qu'il fait. Donc là, ça vaut vraiment la peine de rester ici. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, contactez-nous ici au podcast. Et ça va nous faire plaisir de vous donner un petit peu des ressources parce on va toujours au fait être en quête de gens puis d'employés qui sont motivés. Donc si nous, en tant qu'employeurs, on a cette mentalité-là, ça confirme que vous êtes à la bonne place. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, les leçons, c'est que moi, ce que j'en retire, c'est que déjà, c'est tellement satisfaisant de rentrer ces chiffres quand on fait un bon suivi. Donc, si on regarde finalement l'idée de revenir sur l'année passée ou de se pencher sur l'année précédente, pour ça, ça prend un suivi continu. Et donc, le suivi continu, moi, j'appelle ça le CEO dashboard. Dans mes entreprises, je rentre les chiffres, que ce soit le lundi ou le vendredi, le bilan de la semaine écoulée, dépendamment du cycle de vente ou du cycle de contact, de prospection, de service, de satisfaction et tout. Et c'est super satisfaisant de se poser un peu puis de regarder les chiffres. Donc, à chaque semaine, je vous invite à, ben c'est ça, à profiter du fait de prendre un peu de hauteur sur son entreprise. On va s'en reparler dans un instant. En plus, là, en ce moment, c'est Noël, ça approche, c'est calme, il y a une espèce d'ambiance cosy. Donc, euh, quand on peut sortir un peu des opérations dans le business pour travailler sur le business, ben pour moi, c'est toujours une belle sensation. C'est ma personnalité, j'aime ça. Et probablement que vous aussi. Donc, principe numéro 1, on l'a dit, méditer sur l'an passé, il faut avoir de la matière pour ça.
Donc, il faut avoir logué quelque part, écrit quelque part les erreurs, les leçons, les buts, puis les avoir suivis. Et si vous ne le faites pas déjà ou pas à votre entière satisfaction, c'est pas grave, on en parle et il y a des choses que je vais vous proposer. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir mis des buts, puis les avoir ajustés en cours d'année. Et puis on peut changer de direction, c'est très correct aussi. Moi, c'est mon cas. L'année dernière, j'avais un plan d'affaires différent. J'ai accéléré la vente de mon entreprise. Finalement, j'ai pivoté, j'ai pris des opportunités. Puis je suis content d'être là où je suis. C'est correct. C'est juste qu'il y a eu des nouveaux plans qui ont été faits. C'est ça le pivot. Là, c'était un gros pivot. Mais avant de rentrer plus en profondeur sur méditer sur l'an passé, vu qu'on parle de business plan pour 2026, si tu as déjà tout ça, euh, là, on commence une nouvelle année. Donc, on va parler de l'année qui s'en vient. Créer une vision pour 2026 ou pour l'année à venir, dépendamment de si vous écoutez cet épisode pour les années qui vont suivre ou si vous l'écoutez maintenant. Donc, je vais vous partager ce qui fonctionne pour moi. J'ai 29 ans, ça fait depuis que j'ai commencé ma première entreprise il y a 8 ans que je fais des business plans. À force de lire des livres, que ça soit de business ou juste de développement personnel ou quoi que ce soit, j'ai vite compris que ça prenait d'avoir un plan, qu'il fallait se bâtir une formule pour son année. Tu veux atteindre un chiffre ou un milestone d'entreprise, un certain nombre de clients, une certaine performance dans l'organisation. Bah, pour ça, faut faire le plan, il faut le diviser en petits morceaux. Et donc, voilà, depuis 2017, moi, je fais ça. 2018, ça a été ma première année où j'ai fait un business plan et c'est drôle parce que j'avais visé de rentrer 20 millions d'actifs sous gestion en gestion du patrimoine. Donc, en tant que conseiller, il fallait que j'aille chercher des clients et que je développe mes compétences, que je m'entoure de mentors, etc. pour être capable qu'on me fasse confiance à 23 ans pour gérer 20 millions cette première année. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai déjà mentionné, je pense, dans un épisode précédent, mais j'ai terminé l'année exactement sur le dernier jour ouvrable où j'avais potentiellement une cliente potentielle qui avait une décision à prendre, donc où j'étais rendu là dans le cycle. C'était un mercredi, je pense que c'était le 17 décembre 2018. Et j'ai atteint exactement mon objectif de 20 millions parce que j'avais tout calibré avec une formule. On dirait que je l'ai attiré à force d'avoir vraiment calibré mon effort et mes formules sur cet objectif. Et le dernier jour, dernière cliente, 800 000, il y avait un peu de chance. La madame, elle s'appelait Anne. Euh, Confidentielle, je ne peux pas dire son nom évidemment, puis ça n'aurait pas de sens, mais 800 000 d'actifs sous gestion à ce moment-là, une madame qui était chez Desjardins. Valeur mobilière, puis elle transfère ses actifs, puis là j'atteins exactement le truc. Donc juste pour vous donner que ça, c'était mon entrée en la matière pour le business planning. J'avais une photo de moi sur mon grand bureau. J'étais dans un appartement avec mon épouse où est-ce que on avait un mur entier qui était... on pouvait écrire à la craie dessus, vraiment du sol au plafond, puis c'était mon bureau, puis ça a été mon bureau un peu pendant la Covid aussi de télétravail. Et j'avais écrit en grand, j'étais tellement fier, I made it, parce que c'était mon grand tableau où chaque jour je rentrais mes objectifs, je traquais mes objectifs mensuels, annuels, trimestriels, mes priorités. Je loguais vraiment tout pour quantifier mon plan. Donc ça fonctionne. Donc en toute humilité, voilà, ça c'était mon entrée en la matière. Moi, quand j'avais commencé, au début, je voulais faire des millions, je savais pas trop pourquoi, mais surtout parce que à terme, ensuite, je voulais aller en entrepreneuriat d'impact, que ça soit social ou environnemental. Quand j'avais regardé les jobs avec les talents que j'avais quand j'étais aux études, c'était pas très concluant. J'ai décidé d'aller dans un métier où vraiment il y avait une opportunité de conseiller des gens, de se développer professionnellement, apprendre des choses sur l'argent et puis sur les relations humaines pour faire mon capital avant de me lancer dans des choses où j'aurais plus de contrôle que si j'allais par exemple dans le domaine de l'énergie solaire ou à faire à travailler chez Hydro-Québec comme employé ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'était pas le chemin qui me convenait, donc j'ai pris cette route-là. Et résultat, donc j'ai fait les résultats que je voulais. J'ai 29 ans, donc avant 30 ans, je voulais faire des millions, j'ai dépassé ces objectifs-là. Et surtout, j'ai eu la chance de finaliser ma première sortie d'entreprise. Là, j'accompagne mes acheteurs, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et donc, tout ça pour dire que dans tout ce processus-là, même si tout n'était pas tout beau et tout rose, il a fallu travailler, etc. J'ai quand même appris deux, trois choses. J'ai fait un paquet d'erreurs, mais j'ai quand même appris deux, trois choses qui tiennent la route sur justement l'équilibre personnel, professionnel, le deep work, la fixation d'objectifs un peu extrêmes, mettre des targets, les atteindre, la technologie, comment gérer son attention et éviter le burn-out et tout ça. Donc tout ça, je pense que ça peut me permettre de vous parler du business plan pour l'année à venir.
ou en général. Et donc, cela étant dit, donc, j'ai la même compagne aussi depuis 11 ans évidemment, donc, mon épouse, on a 2 enfants et donc tout ça, ça fait qu'il y a une gestion du temps, il y a deux trois trucs à dire sur la gestion du temps et de l'horaire. Bref, donc avoir une vision pour l'année à venir, pour moi, la vision, elle doit venir avec un plan qui est écrit et qui doit toucher à plusieurs sphères. Donc partons de l'entreprise, puis ensuite on va parler plus de l'individu, on va faire des allers-retours entre les 2. On va parler des questions à se poser quand on s'assoit devant une feuille puis qu'on commence à faire la prémisse de son plan d'affaires finalement pour l'année à venir. Donc la première question, c'est où est-ce que vous voulez aller l'année prochaine avec votre entreprise? Puis ça, la réponse à ça, ça dépend de où est-ce qu'on veut aller dans 5 ans dans notre entreprise. Mais avant, il y a une question préalable par contre, qu'on peut se poser. À quoi sert notre entreprise? Donc dans le e-myth, il y a un entrepreneur de renommée qui détient beaucoup de compagnies en son nom personnel. Hem, qui parle du fait que la compagnie, l'entreprise dans laquelle on œuvre, ça peut être un job, ça s'applique aussi. Votre entreprise, si vous êtes le propriétaire ou votre rôle exécutif dans une entreprise, il doit avoir une fonction de vous servir en tant qu'individu. Donc qu'est-ce que ça apporte à ma vie aujourd'hui si je détiens avec Alexandra Mamaflow comme entreprise? C'est quoi la mission dans ma vie de ça? C'est pas juste, d'atteindre des objectifs, mais pourquoi? Peut-être que c'est parce qu'on veut que ça nous apporte une liberté, peut-être qu'on veut que ça nous apporte du sens, peut-être qu'on veut que ça nous apporte, du mouvement dans notre quotidien, de la joie, tu sais? Mais donc ça, c'est vraiment important. Donc je vous conseille de lire ce livre-là, le E-Myth, le mythe de l'entrepreneur. Ça parle d'à quel point, en fait, il y a énormément d'entreprises, mais très peu sont vraiment des entrepreneurs derrière ces entreprises parce que souvent ils ont des jobs, ils ont juste plus de patrons et c'est la métaphore que être bon à faire une tarte, c'est pas la même chose qu'être bon à gérer une entreprise qui produit des tartes. Donc c'est 2 fonctions différentes et donc il t'apprend à être plus intentionnel, donc il y a ça. Ensuite, valeurs et principes, c'est un bon moment pour, on parlait de revenir au personnel tout à l'heure, reclarifier ses valeurs, ses principes, dans une année parce que les événements vont nous avoir challengés de ces côtés-là. Tu sais, tu vas voir, au niveau de ce qui s'est passé dans les événements marquants, les leçons que tu as appris dans l'année, ça peut te faire renforcer certains principes. Par exemple, si ça a été une année où, il y a eu, beaucoup de recrutement, ou est-ce que dans votre entreprise, par exemple, vous avez eu des nouvelles, personnes, des candidats, ça s'est bien passé pour l'entrevue, mais après au bout de 3 mois, il y avait des problèmes. Généralement, en fait, ça prend même pas 3 mois avant qu'on sente les problèmes avec les employés, c'est ça, on le sent très vite. Bah, il y a peut-être un principe que, il y a quelque chose à revoir au niveau des méthodologies de recrutement. Peut-être que c'est le temps d'utiliser les méthodologies de top grading, par exemple, qui sont disponibles, ou le ratio de 20 candidats pour, un poste avec des screenings accélérés, puis, toute une méthodologie, pour trouver ces strange people, comme dirait, l'équipe de Scaling Up, heu, qui est un autre très bon livre sur le domaine. Mais bref, donc voilà, donc ça, c'est un peu les questions à se poser. Valeurs, principes, où est-ce qu'on veut aller avec l'entreprise? En quoi c'est connecté avec ce qu'on veut que l'entreprise nous amène à nous? On n'est pas obligé de répondre à toutes ces questions. Idéalement, oui, mais on peut juste s'en poser déjà certaines. Pourquoi on est en affaires? Pourquoi c'est important d'aller là où on veut aller en 2026? Puis l'idée, c'est vraiment de confirmer un peu la mission, la target, d'avoir tout ça qui consolide la raison pour laquelle on veut aller quelque chose. Et là, il y a un engagement émotionnel et on peut passer aux outils une fois qu'on a fait ça. Et si, pour ceux qui me trouveraient neurodivergent, comme dirait ma femme, pour faire des blagues, là, d'avoir autant de calibrage, ben, tu sais, on parle de ce que ça prend pour avoir finalement une croissance d'entreprise puis un plan d'affaires. Il y a plein de gens qui n'ont pas de plan d'affaires ou qui en ont pas trop et qui sont corrects avec ça. C'est juste que voilà, là, c'est ce à quoi ça ressemble quand on pour moi, quand on va en faire un petit peu plus poussé. C'est pas obligé d'être un exercice qui prend 40 heures non plus, hein. Ça peut être vraiment, c'est un gros mot comme ça, plan d'affaires, business plan, mais ça peut être juste d'avoir un classeur, de s'écrire un petit peu où est-ce qu'on veut aller, hem et de juste de documenter ça et de le garder dans un classeur, un endroit. Je vous montrerai juste après mon classeur de projet. C'est aussi important les projets, pour organiser son temps. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va parler d'outils, donc, d'outils pour un plan d'affaires. Donc le prévisionnel 2026, moi j'aime beaucoup faire ça.
Donc, l'idée, c'est que l'année s'en vient. L'année prochaine, si on est une entreprise, il va y avoir des revenus, des dépenses, il y a des objectifs. Donc, évidemment, l'entreprise, objectif, d'être profitable. Il y a des années qui ont des thématiques différentes. Il y a des années où est-ce que c'est consolidation de la structure, peut-être moins profitable, mais on va rajouter du support, de l'infrastructure dans l'entreprise pour augmenter la profitabilité dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça peut vouloir dire faire rentrer plus de staff, il faut toujours savoir doser. Ça peut vouloir dire, heu, faire, un investissement tôt dans l'existence d'une compagnie, ou tôt par rapport à ce qui serait attendu dans la gestion qui va consolider, donc peut-être des personnes clés. Ça, souvent, ça prend un certain temps, 1 an, 2 ans pour vraiment revenir à des niveaux de profitabilité qui font du sens, mais c'est aussi ça qui permet de faire tourner des plus gros business. Je me rappelle que quand, par exemple, j'étais à 400 000-500 000 de revenus peut-être dans mes entreprises, de conseil, ben, c'est le fait d'aller chercher l'infrastructure et les gens qu'il faut qui m'a permis de libérer le temps pour aller chercher les connaissances, puis cibler la clientèle qui permet à la compagnie de livrer des services, puis d'avoir des revenus dans les 2 millions et plus. Donc c'est juste des choix, des pivots à faire, donc l'année peut varier. Mais bref, le prévisionnel, c'est un peu de se forcer à faire l'exercice de dire: «OK, cette année», et c'est là qu'il faut pas être 100 réaliste. Donc il faut oser vraiment essayer d'aller où est-ce qu'on veut aller. Si par exemple l'année prochaine, tu veux augmenter de 30 de chiffre d'affaires, bah, à un moment donné, il faut vraiment essayer de le projeter dans les revenus, puis de projeter les coûts. Évidemment, on peut faire un scénario conservateur. Mais donc, c'est vraiment pour moi juste une feuille Excel. En fait, j'ai ce que j'appelle le CEO dashboard. C'est une feuille Excel. La première page, c'est mes KPI, c'est ce que je traque à toutes les semaines dans l'entreprise ou dans les entreprises. La deuxième feuille, le deuxième onglet, c'est le prévisionnel. Prévisionnel, c'est pas compliqué. Il y a juste les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ta. Puis il y a revenus, boum, boum, boum. Heu, il peut y avoir les injections aussi de capital, si c'est une entreprise incorporée qui a des injections d'autres entreprises ou autres. Donc revenu, injection de capital. Puis après, en dessous, on va retrouver les dépenses. Donc payroll, tel employé, Martin, Bob, Janice, tel. La technologie, les différents budgets, vraiment d'essayer d'être exhaustif, de ne pas les oublier, puis de se donner l'effort de vraiment mettre les coûts fixes à ce qu'ils sont et comment ils vont évoluer, les ventes prochaines à ce qu'elles vont évoluer. Et c'est vraiment de se dire: «OK, ça fait, 1 mois que je joue avec ça à temps perdu. Là, je commence à être proche de mon provisionnel. Déjà, je vois des problèmes». Par exemple, en ce moment, moi, quand je regarde mon budget, marketing pour, les studios de yoga pour l'année prochaine avec, Alex, ben, sans rentrer trop dans les détails, je me rends compte que finalement, il y a quelque chose qui est un investissement qui est au-dessus de nos ressources. Petit clin d'œil, c'est Nicolas, en fait, avec qui on a le contrat, qui monte le podcast aussi, donc on va trouver une solution. D'ailleurs, on se parle juste après, c'est drôle parce qu'on se parle juste après le podcast aujourd'hui à 3 heures, là, il est 2h30 à peu près, puis j'ai un appel avec Nicolas, donc je suis sûr que ça va être très constructif. C'est pour ça que je me permets de le mentionner. Mais bref, c'est juste un exemple parce que des fois, on regarde les coûts projetés, on dit: «Bon, voilà les revenus projetés, l'achalandage», disons, dans notre cas, des studios de yoga qu'on envisage pour l'année prochaine. Voici les coûts, facturation des proches selon des profs selon les volumes projetés de cours, à des taux horaires. Voici le coût de loyer, voici les taxes, les différentes choses, les logiciels, la tenue de livre, bref, en veux-tu, en voilà. Et ça fait du sens dans notre plan 5 ans et tout va bien. Et là, on prend des initiatives stratégiques. Donc, à quoi ça sert? Mettons que tu as ton prévisionnel dans ton CEO dashboard, tu l'as fait, ça y est. L'idée, c'est de se discipliner, de faire un mini projet, de l'avoir complété avant la fin de l'année pour que tu dis, bon, bah voilà, j'annonce la couleur. Cette année, bam, le prévisionnel, c'est ça. Et on va se référer à ça en cours de route. Et c'est ça qui va donner, en fait, le sentiment d'urgence ou de sentir vraiment la raison de faire des changements, d'avoir le courage d'avoir une discussion difficile s'il faut en avoir une à un moment donné, d'avoir le courage de dire bah là je vais pas laisser ça comme ça au niveau des revenus, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse un push, faut qu'on fasse la nouvelle initiative innovatrice qui va fonctionner. Par exemple, chez Hortense et Violette, qui sont des fleuristes ici sur la rue Fleury Ouest à Montréal, eux, à un moment donné, se sont mis à faire des vases de seconde main. Et les gens se mettent à leur apporter les vases. Et ça, c'est une initiative, c'est un exemple d'innovation au sein d'une petite entreprise qui a super bien fonctionné pour eux. Donc, j'en parlais justement l'autre jour avec Isabelle et Delphine, les propriétaires. Puis, ça a été une initiative qui a été bonne pour eux. Donc,
À plus grande échelle, ça peut être, moi, par exemple, à un moment donné, il fallait vraiment que j'intègre les assurances dans ma pratique de conseil en investissement. J'ai travaillé avec un mentor, qui m'a permis de mieux comprendre les stratégies d'assurance et ça m'a permis de vraiment développer ma pratique, puis d'élargir ce que j'offrais à de l'efficacité fiscale pour mes clients et ça a été très bénéfique pour eux, ça a été très bénéfique pour l'entreprise, ne serait-ce que pour la crédibilité que j'ai puis comment j'ai pu repousser le sentiment d'imposteur en allant chercher ces connaissances. Mais pour ça, bah, à un moment donné, il a fallu que je regarde les chiffres puis je me dise: «Bah, là, faut faire quelque chose, faut aller se démarquer». On a fait un plan, on l'a fait. Donc voilà. Le prévisionnel, il sert vraiment à ça, à être devant la vraie réalité que, bah, si tu fais pas en sorte que les revenus que tu essaies de faire, ils marchent ou que les dépenses que tu essaies de contenir, elles fonctionnent, ben, faut changer. Donc ça fait partie du plan et c'est pour ça que c'est vivant en cours d'année. Donc le CEO dashboard, on a un petit peu parlé. La routine qui vient avec ça, par contre, c'est ça que c'est intéressant, qui est intéressant, moi, toutes les semaines, en fait. Donc le lundi, parce qu'on a des cycles de vente du lundi au dimanche. Le lundi, je vais, c'est récent parce que ça fait un mois qu'on a ouvert le premier studio, mais je vais aller rentrer les chiffres au niveau des membres qu'on a, des gens dans le CRM, des ventes, des différents analytiques sur nos campagnes marketing dans les studios. Hem Et ainsi de suite. Ça me permet vraiment de faire un diagnostic et ensuite des actions prescrites pour la semaine. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être au niveau de Facebook Ads, ça peut être au niveau des automatisations, de marketing dans les CRM. Ça peut être mais bref, je veux vraiment aller voir qu'est-ce qui fait qu'on a eu une meilleure ou une moins bonne semaine et qu'est-ce qui est en mon contrôle et que je peux prioriser. Hem Et c'est là que le processus de suivi à chaque semaine me permet de rester cohérent avec mon plan parce qu'on a mis des objectifs, puis là, je vais monitorer. Donc ça, c'est super intéressant. Hem, quoi d'autre dire? Alors juste pour être clair, être 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 confortable, tu sais, dans cette phase-là de fin d'année à regarder tout ça, ça peut vraiment être intéressant. Tu sais, moi, je regarde ça, je suis chez moi, si on prend un pas de recul, mettons, tu as la neige qui tombe dehors, tu as mes enfants qui sont couchés, heu, c'est vendredi soir, disons que ma femme fait autre chose ce soir-là. Et puis là, moi, je suis là à stratégiser, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. C'est vraiment quelque chose, c'est un moment que j'aime dans mon entreprise, le fait de stratégiser. Donc, encore une fois, pour ancrer cette habitude-là de suivi du dashboard et tout, peu importe comment on l'appelle, bah, moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. J'aime ça, c'est comme un jeu. Donc voilà. Euh, Ensuite de ça, puis c'est sûr que la chose la plus satisfaisante pour moi en tant qu'entrepreneur, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est rarement les meetings, c'est rarement les tâches. En fait, c'est jamais les tâches. C'est toujours d'être en stratégie, qui me donne mon high, moi. C'est ça que je trouve, intéressant en tant que tel. Donc cela étant dit, prévisionnel 2026, étape 1 pour commencer son plan d'affaires, c'est ça, c'est peut-être le conseil financier qui parle, mais c'est surtout l'entrepreneur. Donc, voilà comment faire concrètement, pour l'année, à venir, pour un petit peu se mettre déjà dans le bain. C'est un outil pour t'y référer en cours d'année. Les revenus, les dépenses, ça te force à le publier annuellement, même si c'est juste à toi que tu le publies, c'est vraiment une bonne discipline et ça va te permettre de relier ça à des actions, donc on va appeler ça des initiatives clés pour moi, et ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque trimestre, ça peut toucher à des investissements sur les coûts, le payroll, les emplacements de l'entreprise, la tech, le marketing, mais donc c'est à ça que ça sert de suivre les choses. C'est à un moment donné de faire des actions pour y aller là, pour aller à son objectif. C'est pour ça que tu mets une vision, c'est pour ça que tu le suis et tu le fais pas pour juste être un fou des objectifs. Tu le fais pour toi parce que tu as en fait déterminé au préalable qu'est-ce que ton entreprise fait pour toi dans ta vie. Donc si c'est t'apporter de la flexibilité, peut-être que ce qu'il y a dans ton dashboard, c'est pas les revenus, c'est du temps que tu traques. C'est peut-être, c'est peut-être aussi d'autres variables, mais c'est vraiment de se donner toutes les chances d'aller finalement atteindre ce qu'on veut, que notre entreprise nous apporte et quoi que soit cette chose qu'on attend, il faut un plan à un moment donné, si on veut que ça soit exceptionnel. D'une façon ou d'une autre, monétairement, au niveau du temps, au niveau de la liberté, au niveau de la contribution, au niveau du sens. À un moment donné, si on se donne la chance, il y a vraiment des belles choses qui peuvent arriver. Comme dirait Eric Léger en immobilier, qui est venu au podcast récemment, j'ai eu la chance d'interviewer une personne exceptionnelle. Si vous voulez être inspiré sur qu'est-ce que c'est
de croire en sa vision puis sa mission, je vous conseille de profiter de son expérience de vie. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Ça me donne des frissons juste d'en parler, en fait. Si jamais vous regardez ce podcast plutôt que de l'écouter, on peut voir, on n'est pas sur un partage d'écran concrètement, on est plus sur, moi qui montre l'écran là, mais on va voir les semaines, on va voir des chiffres. Donc, pour moi, ça va toucher au awareness, engagement au niveau du marketing ici. Donc, par exemple, quel est le ratio des leads qui deviennent membres ou contacts dans le CRM? C'est quoi le ratio des leads qui viennent de Facebook, par exemple, qui vont venir pour une première visite, semaine en semaine? Pourquoi les évolutions chaque semaine? Donc, diagnostic et ensuite action prescrite que je me prescris pour la semaine ou que je pourrais prescrire à l'équipe. Ça, c'est un zoom de qu'est-ce que ça peut faire. Là, on est dans les KPI, donc c'est la première feuille. Ensuite, on va voir les revenus dépenses concrètes aussi que je traque. Donc, toujours dans le CEO dashboard, finalement, je vais avoir mes KPI dont je viens de parler. Là, on parlait de KPI marketing. Par exemple, les avis Google, ça fait partie des KPI. Ou le nombre de rétroactions clients qu'on est allé chercher dans les studios de yoga, c'est encore quelque chose qu'on va aller chercher des KPI. Ensuite, j'ai le prévisionnel de l'année. J'ai aussi vraiment les revenus et dépenses. Donc, chaque mois, tu as le prévisionnel, puis c'est comparé sans que ça devienne trop fou, hein. Le but, c'est pas de se perdre dans les dashboards, mais à qu'est-ce qu'on prévoit. Donc tu as la réalité janvier-mars, février-mars, etc., ce qui a été dépensé chaque mois versus le prévisionnel. Euh, puis ensuite de ça, bah, il y a effectivement le prévisionnel dans les onglets de cette feuille. Et déjà, avec ça, c'est pas mal du tout. On pourrait même avoir nos objectifs ou le plan d'affaires 5 ans, et c'est juste un CEO dashboard, et boum, tu peux regarder les choses, tu peux le partager avec l'équipe de gestion. Même dans une plus petite entreprise, tu peux le faire avec ton partenaire d'affaires ou autre. Euh, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc le fameux dashboard, je faisais pareil avec mes autres projets avant comme conseiller dans ma pratique. J'avais quand même, dépendamment des moments, peut-être 5-6 travailleurs autonomes qui travaillent avec moi, puis toujours peut-être 3-4 employés, 2-3-4 employés, dépendamment dans la structure où est-ce qu'on grandissait tous ensemble. Donc, donc ça m'a bien servi de faire ce genre de planification. Ok, donc là, ça, c'est les outils. On est toujours dans notre processus. Un petit rappel, donc juste pour se remettre dans le bain, on avait parlé de business plan 2026, on avait parlé de méditer sur 2025, qui était la première étape. On avait parlé de créer une vision pour 2026, qui est la deuxième étape. Là, on parle beaucoup de cette partie-là en ce moment et des outils. On a parlé ensuite du suivi continu en cours de route. Pour pouvoir méditer sur l'année en cours, il faut avoir rentré ses erreurs et ses apprentissages, puis avoir réfléchi dessus pour remettre ça dans nos principes, puis reclarifier nos valeurs aussi à chaque année. Ça peut avoir l'air beaucoup si vous êtes nouveau là-dedans, ou un peu simple si vous êtes très avancé. Mais encore une fois, l'idée, c'est juste de commencer à quelque part. Puis au fil du temps, ça s'accumule, ces petites notes d'avoir un carnet, par exemple, où est-ce qu'on peut noter nos erreurs, puis l'apprentissage, puis le nouveau protocole. Ou d'avoir un document qu'on a imprimé, où est-ce qu'on met nos valeurs. Moi, j'ai une belle pochette en cuir à la maison, je l'ouvre. Ma mission personnelle que j'avais écrite il y a quelques années, elle est plus tout à fait à jour sur certaines des choses, mais par exemple, il y a encore écrit dedans, je voulais être le meilleur conseiller financier au Canada et donner un travail honnête en échange de pouvoir être là pour ma famille et puis bref, mes objectifs. Elle est plus tout à fait à jour, mais elle connecte vraiment encore avec moi émotionnellement, donc je la relis. Donc c'est ma mission. Pareil, document valeurs et principes, j'avais vraiment travaillé fort là-dessus. Je le mets à jour périodiquement. Ça se met en place petit à petit. Et tout ça, ça permet de faire le suivi continu et de faire la transition entre méditer l'année précédente, avoir de la matière à méditer, et planifier l'année suivante, business, personnel, puis atteindre finalement. Après, tu fais ce que tu as à faire, puis tu gagnes confiance en ton système de création de réalité. D'ailleurs, ce système, l'ensemble de ces outils-là, moi, je l'ai appelé mon Reality Engine. Donc, si on prend CEO Dashboard, le système de gestion de projet, le système pour fixer le business plan de l'année et réfléchir sur l'année précédente, pour moi, ce système-là, vu que je veux dire, je l'ai vécu pour moi. À 22 ans, je voulais faire des millions, puis me lancer en entrepreneuriat d'impact puis en 5 ans. Puis finalement, 7-8 ans plus tard, bah, j'ai atteint mes objectifs, que ce soit financièrement. Fait que pour moi, c'est incroyable. Ça m'a montré que si je mettais vraiment mon effort à cet endroit-là, ça fonctionnait. Donc,
Beaucoup d'apprentissage encore à faire pour ma part. Mais ça, c'est intéressant. Donc, on parle des outils aussi. Donc là, mettons qu'on a notre année. On parlait des initiatives clés. Moi, je dirais même les initiatives clés One Thing. One Thing, pour reprendre la terminologie de Gary Keller, euh, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle The One Thing, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les golden hours. Et ça, c'est là où tu es à ton prime niveau énergie, etc. Et c'est pas dans ces moments-là qu'il faut faire des meetings, des tâches ou quoi que ce soit. Ces moments-là doivent être protégés chaque jour pour faire la chose qui contribue le plus à la réalisation du plan. Ça marche aussi dans les autres sphères. Par exemple, si il est 5 heures et que tu es à la maison, et que pour les 3 prochaines heures, tu es une maman, tu es un papa, tu es dans ta famille, jusqu'à que tes enfants se couchent, ton one thing pendant ce temps-là, ça peut être je ne fais que m'assurer qu'on mange super bien, par exemple. Et si je fais ça, tout le reste ne sera plus nécessaire parce que juste avoir fait ça bien, tout le reste va suivre. La joie va suivre, la bonne humeur va suivre, pas de chicane à la maison, ça va suivre. Tout ça parce que j'ai fait ce qu'il faut. Je me suis concentré sur l'essentiel. Le soir, l'essentiel, c'est de rentrer de la garderie en ayant du plaisir, puis de super bien manger. Et ça résume une belle soirée. Après, un bar, une routine, tout ce qu'on veut. C'est juste un exemple. La même chose au travail. Donc, les initiatives clés One Thing, c'est sûr que si tu as 55 projets de développement de clientèle pour le prochain trimestre, ça ne marche pas. Donc, c'est là qu'on en vient à la gestion de projet. Les projets gravitent autour du projet principal. Ça peut être la méthode d'acquisition client principale ou le rituel principal dans l'entreprise qui mène à ce que si, par exemple, on a des nouveaux clients dans une nouvelle entreprise, tout le reste, et qu'on a une très bonne écoute de nos clients pour constamment s'améliorer dans notre offre, si on fait juste ces 2 choses-là, tout le reste est quasiment juste de l'emballage. Mais ça prend quand même de l'emballage. Donc pour l'emballage, il y a la gestion des projets aussi. Pour aiguiser sa hache aussi sur nos One Thing, ça prend des projets. Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'en avais marre d'avoir plein de projets en tête et de pas être capable de bien les cibler. Donc là, ce que j'ai fait récemment, j'ai un classeur, OK? Le classeur, la première page, c'est la feuille de projet. Dessus, il y a la liste de mes projets par sphère, puis des mois. Décembre, par exemple, dans décembre, Mamaflow, système financier prévisionnel, V1, compléter milestone 1, milestone 2, milestone 3, milestone 4. Donc voilà, je me donne jusqu'à décembre pour avoir fini ce que j'ai à faire par rapport au prévisionnel. Euh, Mise en place tenue de livre, sous-projet de ce projet-là, je me donne jusqu'à janvier pour mettre en place QuickBooks et d'autres affaires avec nos comptables puis nos gens de service de la paix qui nous aident en impartition. C'est hyper concret. Je peux le toucher. À chaque fois que je rentre un projet là-dedans, je le log. Ensuite, c'est classé par entreprise et il y a aussi personnel. Donc en ce moment, je m'occupe de en fait, 3 entreprises. Donc je suis propriétaire d'une pratique. En fait, j'ai cédé une pratique où je fais un accompagnement des acheteurs, comme je mentionnais tantôt, dans la vente de cette entreprise. Une practice ici, le podcast, on peut penser que c'est une entreprise, c'est moins de mon énergie. Je veux vraiment donner de la valeur ici, par contre, c'est peut-être le plus long terme. Mais puis après ça, évidemment, Mamaflow, moi, c'est mon projet central en ce moment, l'expansion de studio de yoga et d'être capable d'avoir une mission d'impact social et autres avec ça et entrepreneurial. Donc, super simple. Par exemple, personnel. Ici, on a une feuille. Donc, dans le classeur, c'est plastifié. J'ai une feuille à gauche avec le projet. Ça dit quelle est la durée prévue du projet, c'est quoi les milestones et c'est quoi les conditions pour que le projet, je le considère complété. Tellement simple. C'est tellement important, par contre. Et donc, à droite, sur la feuille plastifiée à droite, je me mets notes et rapports d'avancement. Je rentre les dates et quand je travaille sur le projet, je ne mets pas toutes les notes de ce que je fais. Je fais juste un log de quand est-ce que j'ai travaillé. Et finalement, c'est comme ça que j'avance jusqu'à après archiver le projet. Donc, les projets, c'est important de les rentrer, de les sortir, en fait. Tu veux pas en avoir trop, le moins possible, mais tu veux pas les laisser voler en l'air. Tu veux savoir ce que c'est, savoir qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies killé le projet. Et tu dis aujourd'hui, je travaille sur milestone 1, aujourd'hui, je travaille sur milestone 2, peu importe, je fais ce que j'ai à faire jusqu'à ce que je le classe. Et je me mets une date cible pour le classer. Après, shit happens, la vie arrive, les choses changent. Ça se peut que les gens préfèrent le gérer sur Asana, sur différents outils, peu importe. Moi, je fais ça. Franchement, j'adore. C'est récent que je l'ai reformaté comme ça. Et franchement, j'y reviens tout le temps. C'est ce qui me convient le mieux. Donc,
Voilà. Outil qui peut être utile. J'espère que ça peut être utile à quelqu'un. Euh, ouais. Ressources, je dirais le E-Myth, The One Thing de Gary Keller, Scaling Up, si vous êtes, si vous avez déjà vécu ce que c'est d'être une entreprise qui fait, je sais pas, 500 000, 1 million de revenus, que vous commencez à vous poser des questions de croissance ou que c'est déjà fait, que vous voulez juste vous remettre à jour, il y a des compagnies de 100, 200 millions qui utilisent de revenus annuels ou de valorisation qui utilisent ces principes-là, c'est merveilleux. Moi, c'est ce que je veux faire comme méthodologie pour bâtir la colonne vertébrale de nos prochaines entreprises. Et même chose en acquisition, si vous achetez des entreprises à petite, moyenne ou grande échelle, c'est vraiment. Donc, il y a toute la niche en fait des livres de développement pour le business qui vont te parler de vente, qui vont te parler de comment être un bon joueur solo. Mais si on veut vraiment rentrer dans les systèmes et comment être bon à détenir une entité, une entreprise, Emit, Scaling Up. euh, Déjà avec ça, honnêtement, avant d'aller au bout de la profondeur de ce contenu, de toutes les feuilles d'exercices qui viennent avec Scaling Up, les coachs, ils ont un programme de coaching, je pensais à 4 000 à 5 000 $, puis il y a des upgrades qui sont possibles. C'est béton. Donc, donc voilà, de ce côté-là. Euh, Moi, mon ancienne routine par rapport aussi au dashboard, c'était plutôt le vendredi, je rentrais mes chiffres, etc. Chaque jour, je rentrais, donc je faisais des appels, par exemple, à des clients potentiels où je concluais des ententes, où je faisais des rendements. Puis là, dans les portefeuilles, chaque jour, je mettais où est-ce que j'en étais par rapport à ça. Je compilais la fin de la semaine, puis je cadrais dans mes objectifs après à chaque mois. Ouais, bah, je pense qu'avec ça, déjà, ça donne déjà un bon aperçu d'à quoi ça peut ressembler, planifier l'année à venir, puis le suivre. Routine hebdo, routine mensuelle, routine trimestrielle, garder ses chiffres proches. Ces outils-là peuvent sûrement aider. Les livres que j'ai mentionnés peuvent sûrement aider aussi. Et puis, bah, c'est un bon mindset dans lequel être, en fait. Ça permet de bien boucler la boucle, ça crée un rituel dans l'année, ça crée quelque chose d'agréable. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un ici, si vous êtes encore une fois entrepreneur ou si vous êtes travailleur autonome dans les domaines des services, si vous avez un rôle exécutif ou juste un rôle dans une entreprise et que vous écoutez ce podcast, clairement, vous êtes quelqu'un qui veut ajouter de la valeur. Donc, tout ça, c'est des méthodes pour être capable de mieux le faire. J'espère que ça va être utile. Et puis voilà. Donc, moi, j'attaque l'année prochaine fort de mon expérience. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et on va continuer les épisodes solo en alternance avec les épisodes avec nos invités. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast.